La perdre n'était pas la fin, c'était le début de l'examen le plus réel que tu auras avec toi-même. Dans une rupture, l'erreur la plus courante est de croire que le pouvoir réside dans le fait de la récupérer, alors qu'en réalité, le véritable pouvoir réside dans le fait de te récupérer. Il ne s'agit pas de lui écrire, de la supplier ou d'essayer de prouver que tu vaux la peine. Il s'agit de laisser le silence, le calme et ton progrès parler pour toi. Pendant que tu te reconstruis, elle commence à se rappeler qui tu étais avant de devenir si disponible. Le stoïcisme ne t'apprend pas à cacher la douleur, mais à la maîtriser. Il te dit « ressens, mais ne te prosterne pas devant ce que tu ressens ». C'est la clé. La plupart perdent le contrôle parce qu'ils confondent l'amour avec la dépendance. Ils veulent qu'elle revienne pour arrêter de souffrir, alors qu'en réalité, ils ont besoin de revenir à eux-mêmes. L'homme qui comprend cela ne cherche pas la revanche. Il cherche l'équilibre, le but et le respect de soi. Ce processus n'est ni une performance ni une stratégie pour impressionner. C'est une pure transformation. Chaque pas, chaque jour en silence, chaque limite que tu imposes est une déclaration. Je ne m'effondre pas, j'évolue. Et quand cela se produit, elle le perçoit. Non pas par tes mots, mais par ta nouvelle énergie. Parce que rien n'attire plus qu'un homme qui n'a plus besoin d'attirer. Dans les leçons suivantes, tu apprendras comment accepter ce qui s'est passé sans victimisation, comment utiliser le silence comme une arme, comment te reconstruire avec force, comment provoquer sans dire un mot et comment vivre avec un but. Ce ne sont pas des phrases de consolation, ce sont des actes de pouvoir. Parce que le regret ne se provoque pas en suppliant, il se provoque en devenant quelqu'un d'irremplaçable. 1. Accepte et prends le contrôle. Accepter n'est pas se rendre, c'est récupérer le pouvoir que tu as cédé lorsque tu as commencé à résister à l'inévitable. La plupart des gens sombrent après une rupture parce qu'ils luttent contre les faits. Ils revivent des conversations, analysent des messages, imaginent des scénarios alternatifs et pensent que réfléchir à ce qui s'est passé changera quelque chose. Mais cela ne changera rien. Ce qui fait mal n'est pas la perte, mais l'attachement à l'idée que tout aurait dû être différent. Accepter, c'est regarder la réalité sans fioriture, sans excuses et sans peur. Et ce n'est qu'à partir de là que tu peux te relever. Le stoïcisme enseigne que nous ne souffrons pas des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Ce n'est pas la rupture qui te détruit, mais le refus de l'accepter. Plus tu résistes, plus tu t'épuises. L'acceptation n'est ni froideur, ni résignation. C'est sagesse. C'est le moment exact où tu arrêtes de chercher des coupables. Tu arrêtes de justifier le départ et tu décides de diriger ton énergie vers toi-même. Parce que tant que tu continues à concentrer ton esprit sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu continues à perdre du pouvoir. Et le pouvoir perdu se récupère avec la direction, pas avec la nostalgie. Accepter, c'est aussi arrêter de te faire victime. C'est assumer ta responsabilité dans l'histoire, sans te blâmer, mais sans t'évader. C'est comprendre que, même si elle a pris la décision finale, tu as aussi joué un rôle, et au lieu de te reprocher, tu choisis d'apprendre. Parce que tout ce qui t'arrive a une leçon, si tu es prêt à la voir sans ego. À ce moment-là, la vie cesse de sembler un châtiment et devient un entraînement. Lorsque tu acceptes, tu commences à prendre le contrôle. Et le contrôle ne signifie pas dominer l'autre, mais te dominer toi-même. C'est décider que la douleur ne dictera pas tes actions, que tu ne vas pas lui écrire sur un coup de tête, que tu ne vas pas vérifier ses réseaux sociaux, que tu ne vas pas chercher des signes là où il n'y en a plus. Le contrôle émotionnel se construit jour après jour, avec de petites décisions qui semblent insignifiantes, mais qui te rendent ton centre. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu gagnes. Chaque fois que tu choisis d'avancer plutôt que de te lamenter, tu construis. Beaucoup confondent accepter avec oublier. Mais accepter ne supprime pas, transforme. Le souvenir reste, mais il ne fait plus aussi mal. Parce que tu ne le regardes plus avec le besoin de comprendre, mais avec la maturité de celui qui sait que cela faisait partie de sa croissance. Tu arrêtes de te demander pourquoi et tu commences à penser pourquoi.
Et ce simple changement de perspective transforme la perte en but. Le contrôle se manifeste lorsque tu réussis à rester calme, alors que ton esprit crie que tu agisses. Lorsque tu choisis de respirer avant de réagir, de travailler avant de réclamer, de construire avant d'insister. Cette sérénité est ta nouvelle forme de pouvoir. Tu ne fais pas semblant d'être indifférent, tu démontres ta maîtrise. Et quand tu y arrives, tout change. Parce que l'homme qui n'a plus besoin de contrôler l'autre, contrôle son destin. Accepter et prendre le contrôle n'est pas une stratégie pour qu'elle revienne. C'est une stratégie pour que tu reviennes à toi. Parce que si un jour elle revient, elle ne doit pas retrouver le même homme blessé, mais quelqu'un de transformé. Un homme qui a compris que perdre quelqu'un n'est pas une tragédie, mais se perdre soi-même l'est. Accepter est la première étape, la plus difficile et la plus libératrice. C'est dire « oui, ça m'a fait mal, mais je suis toujours debout ». Et à ce moment-là, le pouvoir revient entre tes mains, parce que celui qui s'accepte se domine, et celui qui se domine a déjà gagné. 2. Fais de ton silence ta force. Le silence est le coup le plus sous-estimé après une rupture. La plupart ne le supportent pas. Ils ont besoin de parler, de s'expliquer, de se défendre, de justifier ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ressentent. Mais le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. C'est l'espace où l'autre commence à entendre ce que tes mots ne disent plus. C'est la distance émotionnelle qui transforme l'absence en présence. Quand tu te tais avec intention, l'écho de ton silence pèse plus lourd que n'importe quel discours. Après une séparation, chaque impulsion te pousse à réagir, écrire, demander, provoquer une réponse. Mais chaque message envoyé dans le désespoir confirme à l'autre personne qu'elle a encore du pouvoir sur toi. En revanche, lorsque tu décides de te taire, tu ne fais pas seulement cesser le flux d'énergie vers l'extérieur, tu le diriges vers l'intérieur. C'est là que commence la transformation. Le silence n'est pas une question d'ignorance, mais de récupération de l'autorité émotionnelle. C'est te regarder dans le miroir et te dire « je n'ai plus besoin de m'expliquer ». Le silence met mal à l'aise, parce qu'il oblige l'autre partie à affronter le vide que tu as laissé. Elle attendait tes réactions, tes tentatives de reconnexion, tes promesses. Quand elles n'arrivent pas, quelque chose change. La curiosité commence, puis le doute, puis le regret. Parce que le silence authentique n'est pas de l'indifférence, c'est un signe d'évolution. Tu ne punis pas, tu démontres ton autocontrôle. Tu communiques sans mots que tu ne dépends plus de son attention. Les stoïciens enseignaient que le pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'autre, mais dans le contrôle de soi. Se taire, quand on pourrait parler, est un signe de force. L'homme émotionnellement faible cherche à être compris. Le fort choisit d'être incompris si cela préserve sa paix. Lorsque tu maîtrises le silence, tu commences à maîtriser la perception. Tu laisses le temps et la distance parler pour toi. Ton silence devient un miroir. Il lui reflète ce qu'elle ne s'attendait pas à voir. Son esprit commence à se demander pourquoi tu n'insistes pas, pourquoi tu n'es plus disponible, pourquoi ton énergie a changé. Et là, sans rien faire, la dynamique s'inverse. Celui qui t'évitait auparavant commence à penser à toi, non pas par manipulation mais par contraste. Parce que l'absence contrôlée a un pouvoir magnétique. Mais pour que le silence fonctionne, il doit être accompagné d'action. Tu ne peux pas te taire et rester au même endroit regardant le téléphone. Tu dois bouger, grandir, t'améliorer. Chaque minute que tu ne passes pas à parler d'elle, investis-la en toi. Fais de l'exercice, lis, fixe-toi des objectifs, redéfinis ton but. Le silence est le terrain fertile où naît la nouvelle version de toi. Pendant que tu évolues, elle observe, même si elle ne le dit pas, le changement dans ton énergie. Ce calme qu'elle confondait auparavant avec la froideur se transforme en mystère. Et le mystère attire toujours. Rappelle-toi, le silence ne cherche pas la punition, il cherche le respect. Lorsque tu décides de ne pas répondre, tu ne perds pas du terrain. Tu établis des limites invisibles que seuls les forts peuvent maintenir. Dans un monde où tout le monde crie sa douleur, l'homme qui se tait et se concentre sur sa croissance se distingue. Parce qu'il n'y a rien de plus frappant que de voir quelqu'un qui a souffert, mais qui ne s'est pas brisé. Alors garde tes mots pour ceux qui les méritent vraiment.
Que ton silence soit ton message, ton amélioration ta réponse, et ton calme ta vengeance. Parce que lorsqu'un homme parvient à maîtriser son impulsion de parler, d'expliquer et de poursuivre, il ne cesse pas seulement d'être l'esclave du passé, mais il devient le souvenir qu'elle ne peut pas oublier. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir concentré. Et lorsque tu apprends à l'utiliser, personne n'a plus de pouvoir sur toi. 3. Reconstruis-toi sans regarder en arrière. Après une rupture, la plus grande erreur est de vivre en regardant dans le rétroviseur, en essayant de comprendre ce qui a mal tourné, ce que tu aurais pu faire différemment ou quand elle reviendra. Ce regard constant vers le passé te vole le présent, te draine ton énergie et te lie à quelque chose qui n'existe plus. La reconstruction commence quand tu comprends qu'il n'y a plus rien à analyser, que tu n'as plus besoin de réponse, seulement d'action. Tu n'es pas un morceau cassé en attente d'être réparé par quelqu'un d'autre. Tu es un projet en construction qui a maintenant l'opportunité de se concevoir à partir de zéro. Laisser derrière soi n'est pas oublier, c'est décider de ne pas y vivre. L'esprit essaiera de te ramener au souvenir. Il te montrera des images, des odeurs, des mots, des moments qui semblaient parfaits. Mais ne te trompe pas, cela n'existe plus. Ce que tu as aujourd'hui est un espace vide que tu peux remplir avec discipline, avec un but, avec une nouvelle version de toi. La reconstruction ne commence pas quand tu arrêtes de ressentir, mais quand tu décides de ressentir sans t'arrêter. Beaucoup d'hommes se perdent en essayant de prouver qu'ils ont déjà surmonté quelqu'un. Ils postent des photos, se vantent de nouvelles compagnies, feignent le bonheur. Ce n'est pas se reconstruire, c'est agir pour provoquer une réaction. Se reconstruire vraiment, c'est le faire en silence, sans témoin, sans besoin d'approbation. C'est quand la motivation ne vient plus du « je veux qu'elle voie ce qu'elle a perdu », mais du « je veux voir de quoi je suis capable ». Le stoïcisme enseigne que l'homme sage n'attend pas que le monde change pour améliorer sa vie. Il change lui-même et le monde s'ajuste. Ta reconstruction doit être ainsi. N'attends pas qu'elle te manque pour commencer à grandir. Commence maintenant, même si ça fait mal, même si tu penses encore à elle, même si rien n'a de sens. Chaque petite action, se lever tôt, lire, faire de l'exercice, apprendre quelque chose de nouveau, est une déclaration de pouvoir. Tu dis sans mots, je ne vis plus dans ce qui a été, je vis dans ce qui sera. Se reconstruire implique aussi de nettoyer ton environnement. Enlève de ta vie ce qui te connecte au passé, messages, photos, objets. Non pas parce que tu veux effacer l'histoire, mais parce que tu ne veux pas continuer à la revivre. Chaque fois que tu gardes un souvenir, tu renforces un lien invisible avec quelque chose qui est déjà mort. Coupe ce fil, fais de la place pour le nouveau. Et ne le fais pas par fierté, fais-le par respect pour ton avenir. Le processus ne sera pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible et d'autres où tu voudras revenir en arrière. Dans ces moments, rappelle-toi, ce qui t'a fait mal était nécessaire. La douleur était le maître qui est venu te montrer que tu avais cessé de te valoriser, que tu investissais en quelqu'un qui ne voyait pas ta valeur parce que tu l'avais oublié toi-même. Maintenant tu comprends, et cette compréhension est déjà une croissance. Se reconstruire sans regarder en arrière est l'acte le plus silencieux et puissant qui existe. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas besoin de le prouver. Tu le fais simplement. Et pendant que tu avances, elle reste là à regarder, se demandant comment il est possible que tu te sois relevé sans son aide. Comment tu as pu fleurir après qu'elle soit partie. C'est le regret qui vaut la peine d'être provoqué. Celui qui naît en te voyant devenir quelqu'un qui ne cherche pas la vengeance, mais l'évolution. Alors enterre le passé avec dignité, pas avec rancœur. Que ton regard ne reste pas sur ce que tu as perdu, mais sur ce que tu es en train de construire. Parce que ce que tu es en train de former maintenant, pierre par pierre, s'appelle le respect de soi. Et quand un homme se reconstruit fermement, sans regarder en arrière, le monde et elle n'ont pas d'autre choix que de l'admirer. 4. Provoque sans rien dire. L'erreur la plus courante après une rupture est d'essayer de prouver sa valeur avec des mots. Croire que si tu expliques, si tu racontes ton changement, si tu montres ton évolution, elle le comprendra. Mais ce qui impacte vraiment ne se dit pas.
il se perçoit. La provocation la plus puissante ne vient pas de parler, mais de se taire et d'agir. Provoquer sans rien dire est un art que seuls les hommes qui ont appris à contrôler leur énergie, leur présence et leur mystère maîtrisent. Quand quelqu'un s'éloigne, la dernière chose qu'il attend est de te voir calme. Il s'attend à du drame, du besoin, des démonstrations, des impulsions. Mais quand à la place de cela, il trouve de la sérénité, de l'ordre et du but, quelque chose en elle se déstabilise. Elle ne comprend pas comment tu continues sans sa validation. Et c'est là que commence l'effet psychologique le plus puissant, la curiosité. Parce que le silence crée un vide, et le vide génère des questions. Et celui qui pose des questions commence à manquer. Provoquer sans rien dire, c'est construire une version de toi qui devient impossible à ignorer. Pas avec de fausses poses ou des apparences superficielles, mais avec des résultats. Change ta routine, améliore ton corps, élargis ton esprit, ordonne ton environnement. Non pas parce que tu veux prouver quelque chose, mais parce que tu n'es plus disposé à être la même version qui a perdu le contrôle. Chaque amélioration que tu fais en silence est une façon de communiquer. Tu ne me définis plus. Le stoïcisme enseigne que le sage agit avec un but, pas pour l'approbation. C'est pourquoi, lorsque tu transformes ton énergie en action et non en réaction, tu projettes du pouvoir. Ton calme commence à avoir plus d'impact que n'importe quel discours. Ton absence devient une présence silencieuse qui pèse. Elle commence à remarquer ton évolution sans que tu aies à dire un seul mot. C'est quelque chose que l'on ressent. Parce que le changement authentique a un langage qui n'a pas besoin d'explication. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta nouvelle énergie. Ta façon de regarder, de marcher, de répondre, d'être, tout communique. Quand une femme te perçoit en contrôle, quand elle voit que tu n'es plus disponible pour les jeux émotionnels, elle commence à faire face aux conséquences de ses décisions. Non pas parce que tu l'attaques, mais parce que tu es maintenant un miroir. Tu reflètes la différence entre celui qui reste ancré dans le passé et celui qui a appris à avancer. Provoquer sans rien dire signifie aussi ne pas réagir aux tentatives de manipulation émotionnelle. Elle peut t'écrire juste pour savoir comment tu vas ou pour mesurer si tu es toujours disponible. Ne tombe pas, tu n'es pas obligé de répondre. Ton indifférence respectueuse vaut plus que n'importe quelle réponse impulsive. Chaque fois que tu choisis de ne pas mordre à l'hameçon, tu renforces ton pouvoir intérieur. Souviens-toi, celui qui parle le moins contrôle le plus le cadre émotionnel. Dans ce processus, ton objectif n'est pas de prouver que tu vas bien, c'est de l'être. Parce que quand tu l'es vraiment, tout en toi le reflète. La sécurité ne se feint pas, elle se construit. Et quand elle vient de l'intérieur, elle devient du magnétisme. Elle le remarquera, même si elle ne l'admet pas. Elle sentira qu'elle a perdu quelque chose de précieux, non pas parce que tu le dis, mais parce que maintenant, ta présence a une autre fréquence. Alors laisse ta vie parler pour toi. Que tes réalisations soient tes mots et ton calme, ta déclaration. Ne cherche pas à provoquer l'attention, provoque l'admiration. Et fais-le sans effort, car le véritable attrait réside dans l'indépendance. Quand un homme cesse d'expliquer sa valeur et l'incarne simplement, il ne poursuit plus, il attire. Et c'est la provocation la plus élégante et puissante qui existe. Celle de celui qui n'a plus besoin d'être vu pour briller. 5. Réponds calmement. L'homme fort n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui ne se laisse pas emporter par le bruit. Après une rupture, ta puissance ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à la façon dont tu réagis quand elle essaie de toucher tes émotions. Et crois-moi, ce moment viendra. Elle te testera. Elle enverra un message décontracté, une phrase déguisée en inquiétude ou un silence calculé pour voir si tu es toujours sous son contrôle. C'est là que la plupart échouent, mais pas le stoïcien. Le stoïcien observe, respire et répond calmement. Parce qu'il comprend que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise la situation. L'envie de répondre avec émotion est naturelle, mais c'est aussi le piège le plus dangereux. Quand tu réagis à partir de la blessure, tu abandonnes ton pouvoir. C'est comme si tu disais « tu peux encore m'affecter ». En revanche,
Quand tu réponds avec sérénité, tu envoies un message beaucoup plus puissant. Tu ne dépends plus de moi pour savoir qui je suis. Et cela psychologiquement déstabilise n'importe qui, parce que le contrôle qui était exercé sur toi disparaît. Le calme, dans ce contexte, n'est pas une faiblesse. C'est de l'autorité émotionnelle. Réponds calmement même quand tu sens le feu dans ta poitrine. Si elle te cherche, ne te précipite pas pour répondre. Si elle te provoque, ne mords pas à l'hameçon. Si elle t'accuse, ne te défends pas. Le silence ou une réponse brève, ferme et sans émotion sont tes meilleures armes. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Tu as besoin de prouver que tu as le contrôle. Et le contrôle ne se négocie pas, il s'exerce. Chaque fois que tu choisis de rester serein, tu envoies un signal que tu ne joues plus le même jeu. Les stoïciens disaient que la colère et l'impulsivité sont des chaînes qui asservissent l'âme. Un homme qui perd son calme devient prévisible, manipulable, faible. Mais celui qui le conserve devient imprévisible, mystérieux, inébranlable. Le calme est une forme d'intimidation silencieuse. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, ni de claquer les portes avec fureur. Il suffit de garder ton centre intact pendant que tout autour de toi essaie de te pousser vers le chaos. Quand tu apprends à répondre calmement, le pouvoir change de main. Elle remarquera la différence. Elle attendra tes anciennes réactions, les appels, les reproches, les explications. Mais à la place, elle trouvera l'équilibre. Elle trouvera un homme qui ne cherche plus à convaincre, mais à comprendre. Et cela déconcerte, parce que l'être humain craint de perdre le contrôle sur ce qu'il croyait connaître. Quand ta réponse ne correspond pas à son attente, elle commence à remettre en question sa perception. Et là, sans effort, tu sèmes le doute, le respect et l'attraction. Ne confonds pas le calme avec l'indifférence. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne rien ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens te gouverner. Le calme est la manifestation la plus pure de la force intérieure. C'est regarder le conflit dans les yeux et décider de ne pas bouger. C'est être feu à l'intérieur et glace à l'extérieur. C'est apprendre que tout ne mérite pas une réponse immédiate et que parfois, le silence en dit plus que 1000 explications. Si tu réussis à rester calme quand tout en toi veut exploser, tu auras remporté la bataille la plus importante, celle de toi contre toi-même. C'est le véritable test de maturité émotionnelle. Parce que l'homme qui maîtrise sa réaction ne cherche plus la vengeance, il cherche le respect. Et le respect, une fois acquis, ne se perd jamais. Alors la prochaine fois que le passé frappe à ta porte, n'ouvre pas avec émotion, ouvre avec sérénité. Parce que celui qui répond avec calme montre qu'il n'est plus à la hauteur du conflit, mais au-dessus de lui. 6. Reviens un mystère. Rien n'attire plus que l'inconnu. Ce qui est déjà compris cesse d'être intéressant, et ce qui devient prévisible perd de sa valeur. Pendant la relation, tu as probablement donné trop. Tes émotions, tes plans, tes pensées, tout était sur la table. Elle savait quand tu étais heureux, quand tu étais mal, quand tu allais écrire. Il n'y avait pas de place pour le mystère. Et c'est là que le désir meurt. Si tu veux reprendre le pouvoir, tu dois redevenir imprévisible, non pas par manipulation, mais par révolution. Le mystère ne consiste pas à te cacher, mais à devenir plus complexe, plus profond, plus réservé avec ce que tu offrais facilement auparavant. L'homme qui devient mystère n'a pas à feindre la distance. Il la projette naturellement parce qu'il ne cherche plus à être compris. L'énergie que tu investissais autrefois pour démontrer l'amour se transforme maintenant en présence. Tu deviens quelqu'un que tout le monde ne peut pas lire. Et cela psychologiquement désarme, parce que l'être humain craint de perdre l'accès à ce qu'il contrôlait autrefois. Le silence joue en ta faveur, mais le changement le renforce. Change tes routines, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ton environnement. Ne le fais pas pour l'impressionner, fais-le parce que tu as grandi. Quand quelqu'un qui pensait te connaître commence à remarquer une vraie différence, l'esprit se remplit de questions. Que fait-il? Pourquoi a-t-il l'air différent? Qui est à ses côtés? Cette curiosité est le début du regret. Non pas parce que tu la forces à le ressentir, mais parce que tu deviens soudainement un terrain qu'elle ne maîtrise plus. Les stoïciens savaient que le pouvoir réside dans le fait de ne pas tout révéler.
Épictète disait que le sage garde son énergie, non par peur, mais par respect pour sa paix. Tu n'as pas à publier tes pas, ni à raconter tes progrès, ni à montrer chaque chose que tu fais. Le véritable mystère réside dans la discrétion. À une époque où tout le monde expose sa vie, l'homme qui choisit le silence et la réserve devient une exception. Et l'exceptionnel attire toujours l'attention. Devenir mystérieux ne signifie pas disparaître, mais être sélectif. Parle moins, observe plus. Ne cherche pas l'attention, laisse la curiosité te trouver. Prends soin de ce que tu partages, prends soin de la façon dont tu réagis. Quand personne ne peut anticiper tes mouvements, tu reprends le contrôle de la narration. Tu cesses d'être le personnage prévisible dont tout le monde parle, et tu deviens l'homme que tout le monde veut déchiffrer. Ce changement n'est pas immédiat, il nécessite de la cohérence. Je ne peux pas être un mystère si tu es constamment préoccupé par ce qu'elle fait. Tu dois couper le besoin de savoir, de regarder ses réseaux, d'interpréter ses silences. L'inconnu doit aussi s'appliquer dans ton esprit. Arrête de l'étudier, commence à t'étudier, car le véritable énigme naît lorsque ton monde intérieur est plus intéressant que n'importe quelle histoire que tu as perdue. Et quand tu y arriveras, quand elle remarquera qu'elle ne peut plus te lire, que tu ne réagis plus de la même manière, que tu ne vis plus en orbite autour de son attention, quelque chose en elle changera. Elle sentira qu'elle t'a vraiment perdu. Et cette pensée, cette intrigue, sera ta meilleure alliée. Parce qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que de devenir quelqu'un que personne ne peut complètement déchiffrer. Un mystère ne se supplie pas, il se construit. Et quand tu deviens un, le monde commence à tourner à ton rythme. 7. Vice avec un but. Perdre une relation ne signifie pas perdre ton cap, mais beaucoup agissent comme si c'était le cas. Ils restent coincés, sans direction, espérant que le passé revienne pour leur donner un sens. C'est le plus grand piège émotionnel après une rupture. Croire que ta valeur dépend de qui t'accompagne. Quand tu vis sans but, tu deviens facile à manipuler parce que n'importe quelle attention ressemble à un salut. Mais quand tu définis un but, tu reprends le contrôle. Parce que ton énergie cesse de tourner autour de quelqu'un d'autre et commence à se diriger vers quelque chose de plus grand. Le but est ce qui sépare l'homme ordinaire de l'homme inarrêtable. Ce n'est pas un objectif éphémère, mais une direction claire qui te donne de la force même lorsque la douleur serre. Si tu ne sais pas quel est ton but, commence par observer ce qui te fait te sentir vivant, ce qui te met au défi, ce qui exige ton amélioration. Peut-être que c'est ton travail, ton corps, ton esprit ou un objectif que tu as repoussé par peur ou par confort. Concentre-toi là-dessus, non pas pour te distraire de la douleur, mais pour la transformer en carburant. Quand elle verra que ta vie continue d'avancer, non pas par fierté, mais par détermination, quelque chose dans son esprit changera. Le regret ne vient pas des mots que tu dis, mais de la vie que tu montres. Un homme avec un but devient magnétique parce qu'il irradie la direction, la concentration et la paix intérieure. Il ne cherche pas la validation parce qu'il a déjà une mission. Et cela le rend attirant d'une manière qu'aucune apparence ne peut égaler. Les stoïciens enseignaient que tout ce qui se passe peut servir à ta croissance, si tu choisis de le voir ainsi. La rupture n'est pas une malédiction, c'est une purification. Elle t'a arraché la distraction, t'a rendu la solitude et t'a mis face au miroir. Maintenant, c'est à toi de construire quelque chose qui vaut la peine d'être regardé. L'autodiscipline que tu développes dans ce processus sera le fondement de ta nouvelle vie. Lève-toi tôt. Travaille sur ton corps, apprends quelque chose chaque jour, élimine ce qui ne s'ajoute pas. Ton but n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, il a juste besoin de te soutenir. Vivre avec un but signifie aussi arrêter de poursuivre ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas besoin de récupérer celui qui est parti, tu as besoin de récupérer le respect que tu as perdu pour toi-même. Chaque action cohérente avec ton but reconstruit ton identité. Tu n'es plus l'homme qui supplie, mais celui qui choisit. Tu n'es plus celui qui demande de l'amour, mais celui qui suscite l'admiration. Cette transition est celle qui change toute la dynamique. Parce que lorsqu'un homme vit pour quelque chose de plus grand qu'une personne, il cesse d'être l'esclave de ses émotions. Et le curieux, c'est que quand tu arrives à ce point, elle le remarque.
Elle remarque ta distance, ton focus, ton calme. Elle remarque que ton énergie ne tourne plus autour de son nom. Et là, le regret arrive tout seul. Non pas parce que tu le cherches, mais parce que la loi naturelle de l'attraction dit que celui qui se trouve lui-même suscite toujours de l'intérêt chez ceux qui l'ont perdu. Alors fais de ton but ta revanche. Que ton progrès soit ta réponse et ta vie, la preuve que rien ni personne ne peut t'arrêter. 8. Définis tes limites. Le pouvoir personnel s'effondre lorsque tu ne sais pas dire assez. Pendant la relation, tu as probablement trop cédé, ignoré des signaux, accepté des comportements qui t'épuisaient et tu t'es peu à peu effacé pour maintenir la paix. Mais le prix de l'absence de limite est toujours le même, la perte de respect d'abord envers toi-même puis envers les autres. Si tu veux reprendre le contrôle après une rupture, tu dois reconstruire tes limites, non pas comme des murs d'orgueil, mais comme des frontières de dignité. Fixer des limites n'est pas une vengeance, c'est une clarté. C'est comprendre que l'amour ne consiste pas à tout supporter, mais à te respecter même quand tu aimes. Quand quelqu'un franchit cette ligne et que tu le permets, tu lui apprends comment il peut te traiter. Le problème est que nous confondons souvent l'amour avec l'endurance. Nous pensons que comprendre, c'est céder et que être patient, c'est se taire. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Celui qui ne se respecte pas lui-même ne peut pas attendre de respect du monde. La tempérance ne signifie pas passivité. Elle signifie savoir quand agir, quand s'éloigner et quand garder le silence avec intention. Des limites sont la mesure de ta valeur. Si tu as du mal à dire non, c'est parce que tu ne sais pas encore ce que tu vaux. Le jour où tu comprendras que ton énergie, ton temps et ta paix sont sacrés, tu arrêteras de les donner à ceux qui ne les apprécient pas. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu retrouves du pouvoir. Parce que le respect ne se demande pas, il s'impose avec cohérence. Chaque fois que tu maintiens une limite, tu renforces ton estime de toi. Tu te dis à toi-même, je ne vais plus me trahir par peur de perdre quelqu'un. Après une rupture, il est vital de fixer des limites. Si elle revient vers toi, ne cours pas. Si elle te parle de manière ambiguë, ne tombe pas dans le jeu. Si elle essaie de renouer le lien sans engagement réel, aie la force de dire non. Non pas par rancune, mais parce que tu as déjà appris ce qui se passe quand tu te contentes de moins que ce que tu mérites. Un homme sans limite est un terrain facile à envahir. Un homme avec des limites est impossible à manipuler. Et quand cela se produit, le respect revient, même de la part de celui qui l'a perdu une fois. Les limites s'appliquent aussi à toi-même. Arrête de vérifier ses réseaux, de justifier son comportement, de nourrir le souvenir avec des pensées répétitives. Chaque fois que tu franchis ces limites mentales, tu recules. La discipline émotionnelle commence par fermer les portes internes qui te lient au passé. Si quelque chose te prive de ta paix, coupe l'accès. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit en supprimant ou en bloquant. Tu as besoin de le faire pour ta tranquillité, pas par orgueil. Le pouvoir qui émane d'un homme qui se respecte est indéniable. Il ne cherche pas l'attention, il l'attire, il ne demande pas de validation, il l'impose par sa présence. Parce que celui qui fixe ses limites cesse d'être réactif et devient sélectif. Et cette énergie, cette assurance silencieuse, est ce qui génère du regret chez ceux qui te prenaient pour acquis. Quand elle verra qu'elle ne peut plus accéder à toi comme avant, que ses paroles ne te déstabilisent plus, elle comprendra qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Un homme qui a appris à se respecter. Alors, montre clairement par tes actes où se termine l'accès à ton énergie. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, juste de le vivre. Ta limite est ta frontière, ton bouclier, ta déclaration de pouvoir. Parce que quand quelqu'un ne peut plus te franchir facilement, il commence à te voir différemment. Et cette différence, ce nouveau respect, est ce qui marque la véritable fin du cycle. Celui qui fixe ses limites ne perd pas, il s'élève. Et quand tu t'élèves, personne ne te touche sans ta permission. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.
Arrête de te mentir. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans ta tête. Ce sont ces pensées que tu répètes en silence, celles qui te disent que tu ne peux pas, qu'il est déjà trop tard, que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Mais tu te trompes. Ce n'est pas la vie qui te punit, c'est ton esprit qui t'a fait son prisonnier. Cette vidéo n'est pas pour celui qui cherche du réconfort, elle est pour celui qui veut se libérer. Pour le combattant silencieux qui en a marre de se battre avec son propre dialogue intérieur, qui sourit à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, il essaie de ne pas s'effondrer. Si c'est toi, tu as besoin d'entendre ceci avec une brutalité honnête. Tu ne vas pas détruire tes pensées négatives en fuyant, mais en les affrontant avec le même calme qu'un guerrier aiguise son épée. La philosophie stoïcienne ne consiste pas à feindre la force, mais à la construire de l'intérieur. Elle t'apprendra à observer ce que tu penses, sans t'identifier à cela, à accepter ce que tu ne peux pas changer, à maîtriser tes émotions et à retrouver ton pouvoir, là où il a toujours été, dans ton esprit. N'attends pas un discours doux. Ce que tu entendras, c'est de la discipline, de la conscience et une vérité qui fait mal, mais qui libère. Si tu es toujours là, c'est parce que tu es prêt à affronter ce qui t'a contrôlé pendant des années. Prépare-toi. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment détruire la pensée négative à la racine. 1. Questionne tes pensées. Ton esprit peut être ton temple ou ta prison, et la différence réside en une seule chose, si tu crois tout ce que tu penses ou non. Les pensées négatives ont une capacité précise. Elles semblent être des vérités absolues, alors qu'en réalité, elles ne sont que des interprétations. Elles se déguisent en logique, mais naissent de la peur, de la comparaison ou de vieilles blessures qui respirent encore en toi. Le plus dangereux n'est pas qu'elles existent, mais que tu les prennes comme un ordre, comme si chaque pensée qui traverse ta tête était un commandement divin. Questionner tes pensées est l'acte le plus rebelle et libérateur que tu peux pratiquer. Tu n'as pas besoin de te battre avec elles, juste de les observer avec froideur. Quand ton esprit te dit « je ne suis pas assez », ne réponds pas par un « si je le suis ». Réponds-lui avec quelque chose de plus puissant. Pourquoi pensais-je cela? Sur quoi cette idée est-elle basée? Ce que tu découvriras, c'est que la plupart de ces conclusions ne sont pas nées de toi, mais de ce que quelqu'un t'a fait croire, d'une erreur que tu as transformée en identité ou d'une comparaison injuste avec d'autres. Les stoïciens le savaient bien. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais l'opinion que nous avons de ce qui nous arrive. Ton esprit peut fabriquer des enfers ou des paradis avec le même matériel, tes interprétations. Si tu ne les remets pas en question, tu finis esclave de tes pensées. Mais si tu apprends à les interroger, elles s'affaiblissent, perdent leur forme et te rendent le contrôle. La prochaine fois que cette pensée qui te fait couler apparaît, ne la réprime pas, ne la suis pas, regarde-la comme si elle n'était pas à toi. Demande-toi, est-ce vrai ou est-ce juste une histoire? La pensée négative a besoin que tu y crois aveuglément pour survivre. Elle vit de ton attention, se nourrit de ta réaction. Si tu apprends à l'observer sans lui rendre culte, elle meurt de faim. Il ne s'agit pas de te remplir d'affirmations positives, comme si tu étais un robot qui répète des phrases d'encouragement. Il s'agit d'utiliser la raison comme ton épée. La pensée arrive, tu l'observes, tu l'analyses, et si elle n'a pas de fondement, tu la lâches. C'est aussi simple que ça. Pense à ton esprit comme à une pièce pleine de voix. Certaines sont les tiennes, d'autres sont des échos du passé. Le silence n'apparaît pas en éliminant les voix, mais en comprenant lesquelles méritent d'être écoutées. Tu n'as pas besoin d'éteindre complètement le bruit, juste de reconnaître que tu décides du volume de chaque voix. C'est là le véritable pouvoir, ne pas croire automatiquement tout ce que ton esprit te dit. Questionner tes pensées ne te rend pas froid, ça te rend libre. La vie ne cesse pas d'avoir des problèmes, mais elle cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Parce que le problème n'est plus la pensée qui apparaît, mais ce que tu en fais. Si tu apprends à t'arrêter une seconde avant de croire ce que ton esprit répète, tu gagnes un espace immense, et c'est dans cet espace que réside la liberté intérieure. Chaque fois que tu doutes, rappelle-toi ceci. L'esprit ne dit pas toujours la vérité. Il raconte juste une histoire basée sur tes émotions. Ta tâche n'est pas de le faire taire, mais de le diriger. Sois l'observateur,
pas le prisonnier. Et lorsque ton esprit tente de te dominer avec ses vieux arguments, regarde-le calmement et répète pour toi: cette pensée ne me définit pas, elle me visite seulement. C'est l'attitude du combattant silencieux qui cesse d'obéir à la peur et commence à se gouverner avec sagesse. 2. Accepte ce qui a été. Il y a des batailles qui n'existent que dans ta tête parce que tu ne peux pas accepter que le passé ne changera pas. Tu te tourmentes en repassant des scènes, des phrases et des décisions qui ne peuvent plus être corrigées. Tu essaies de refaire mentalement ce qui est déjà fait, comme si tu pouvais remonter le temps en y pensant suffisamment. Mais ce que tu fais, c'est prolonger la souffrance. Tu n'acceptes pas ce qui s'est passé, parce que tu crois encore que si tu l'analyses un peu plus, ça fera moins mal. La vérité est le contraire. Ça fait mal parce que tu ne l'acceptes pas. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie cesser de discuter avec ce qui s'est déjà passé. C'est regarder le passé dans les yeux et dire « oui, cela s'est passé ». Je ne le nie pas, je ne le maquille pas, je ne le répète plus dans mon esprit. La philosophie stoïcienne le rend clair. La douleur ne vient pas des faits, mais de la résistance à ceux-ci. Marc Aurèle l'a écrit avec la sérénité de celui qui a compris la vie. Ce qui arrive est juste, parce que c'est arrivé. Non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est réel. Et la réalité ne négocie pas. Pense à toute l'énergie que tu as perdue en souhaitant que quelque chose ait été différent. Cette énergie aurait pu être utilisée pour construire, mais tu la gaspilles dans une guerre contre des fantômes. Accepter ce qui a été n'est pas oublier. C'est faire la paix avec ton histoire pour pouvoir avancer. Si tu continues à regarder en arrière, tu trébucheras sur le présent. La vie n'attend pas que tu résolves ta nostalgie pour continuer. Accepter, c'est mûrir. C'est comprendre que les choses n'avaient pas besoin d'être différentes pour que tu apprennes d'elles. Chaque erreur, chaque perte, chaque déception faisait partie de ton entraînement émotionnel. Le stoïcien ne cherche pas à se venger du passé, il cherche à le comprendre. Élimine la phrase « cela ne devait pas se passer ainsi » et remplace-la par « cela s'est passé comme il se devait ». Cette simple substitution transforme la blessure en leçon. Peut-être que quelqu'un t'a blessé, peut-être que tu as échoué ou que tu as perdu quelque chose que tu aimais. Il ne s'agit pas de justifier ce qui était injuste, mais d'assumer que le fait de le répéter encore et encore dans ton esprit te lie à la même douleur, encore et encore. Le passé n'a pas besoin de ton approbation, il a besoin de ta libération. Et cette libération commence lorsque tu acceptes que ce qui s'est passé n'a plus de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Imagine-toi au milieu d'une rivière, essayant d'arrêter le courant avec tes mains. C'est ce que tu fais lorsque tu refuses d'accepter. Tu t'épuises, tu te frustres, et tu finis par sentir que la vie t'emporte. Mais si tu lâches prise, si tu laisses l'eau couler, tu découvres que tu peux aussi te déplacer avec elle. Tu ne peux pas contrôler le courant, mais tu peux contrôler ta façon de le naviguer. C'est le principe de l'amor fati, aimer le destin, non pas pour ce qu'il apporte, mais parce qu'il est à toi. Accepter ne supprime pas la douleur, elle la transforme. Il n'élimine pas le passé, il l'intègre. Il ne te retire pas de force, il te la rend. Le calme n'arrive pas quand tout va bien, mais quand tu comprends que tout n'a pas besoin d'aller bien pour être en paix. Si tu apprends à accepter ce qui a été, le passé cesse de te poursuivre et devient un maître silencieux qui te guide sans te dominer. Alors arrête de demander au temps de revenir en arrière. Tu n'as pas besoin d'une histoire différente, tu as besoin d'un regard différent. Chaque cicatrice que tu portes n'est pas une preuve de faiblesse, mais de résistance. Ne fuis pas le passé, embrasse-le fermement et dis-lui « Je te comprends. Merci pour ce que tu m'as appris. Maintenant, je continue. » C'est l'acceptation qui libère et transforme la douleur en sagesse. 3. Fais une pause avant de réagir. L'impulsion est le langage de l'esprit incontrôlé. Réagir sans réfléchir, c'est comme jeter de l'essence sur un feu et ensuite se demander pourquoi tout brûle. La plupart des erreurs que nous commettons ne naissent pas de ce qui se passe, mais de ce que nous faisons quelques secondes plus tard. Ces secondes sont la différence entre le chaos et le calme, entre détruire quelque chose de précieux ou le sauver.
C'est pourquoi le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir toujours la réponse, mais dans le fait de savoir quand se taire et observer. La pause est le refuge du sage. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Quand quelque chose te perturbe, quand quelqu'un te provoque, ton corps réagit avant ton esprit. Le sang bout, le cœur s'accélère, et les mots montent à la bouche comme des flèches prêtes à être tirées. Mais le stoïcien comprend que ce moment est un piège. S'il cède à l'impulsion, il perd le contrôle. S'il respire, il le retrouve. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à son agresseur. En d'autres termes, ne laisse pas le comportement de l'autre te transformer en ce que tu méprises. Faire une pause, c'est regarder de haut, c'est prendre une distance mentale et se demander « Cela vaut-il mon énergie ?» La plupart du temps, la réponse sera non. Pourtant, tu réagis parce que ton ego exige de se défendre, de prouver, de gagner. Mais gagner n'est pas toujours répondre. Parfois, la victoire réside dans le silence qui déroute celui qui attendait ton chaos. C'est la sagesse stoïcienne en action, ne pas laisser une émotion momentanée te voler la sérénité que tu as tant travaillé à construire. Chaque fois que tu fais une pause, tu interromps le cycle de la réactivité. Ton esprit s'entraîne à ne pas obéir aux premières impulsions. Et cela, c'est de l'évolution émotionnelle. Tu n'as pas besoin de combattre chaque bataille qui se présente à toi. Certaines se gagnent simplement en refusant de participer. Il n'y a pas de gloire à perdre son calme à chaque provocation. La grandeur réside dans le fait de garder l'esprit ferme alors que le monde crie autour. Pense à cette fois où tu as répondu en pleine colère et que tu as ensuite regretté. Que as-tu gagné ? Seulement plus de fardeau, plus de bruit, plus de culpabilité. Si tu avais attendu un peu plus longtemps, si tu avais respiré avant de parler, tu ne porterais probablement pas ce sentiment aujourd'hui. La pause est cet espace invisible où la raison l'emporte sur l'émotion. C'est le moment où tu peux voir clairement ce qui semblait urgent auparavant. Les stoïciens entraînaient l'esprit précisément pour cela, pour ne pas se laisser emporter par les émotions du moment. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais la façon dont tu l'interprètes. Si tu apprends à faire une pause, tu as suffisamment de temps pour interpréter avec conscience, pas avec impulsion. Chaque pause est un acte de pouvoir, car elle démontre que tu n'es pas esclave de ce que tu ressens, mais maître de ce que tu fais. Dans un monde où tout le monde réagit instantanément, t'arrêter te rend quelqu'un de rare, mais aussi quelqu'un de fort. La plupart se laissent emporter par le courant émotionnel collectif. Toi, en revanche, tu peux rester ferme, serein, imperturbable. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu décides de ne pas être gouverné par ce que tu ressens. Alors, la prochaine fois que tu sens le feu monter, ne réponds pas. Respire. Attends. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sais que ton pouvoir réside dans le contrôle, pas dans l'emportement. La pause n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse appliquée. C'est le rappel que tu choisis comment l'histoire se termine, pas ton impulsion. Celui qui maîtrise sa pause, maîtrise sa vie. 4. Brise l'histoire mentale. Chaque personne traîne une histoire qu'elle répète en silence. C'est ce récit qui commence par « J'ai toujours de la malchance »,« Personne ne me valorise, tout va mal pour moi ». Cela sonne comme une vérité, mais en réalité c'est une cage. C'est le récit que ton esprit a créé pour expliquer la douleur, mais qui avec le temps est devenu ton identité. Tu le répètes tellement que tu ne sais plus si tu le dis ou si tu le vis. Et le plus dangereux de tout, c'est que tu finis par agir selon cette histoire, même lorsque la réalité te donne des preuves du contraire. Briser l'histoire mentale est le premier pas pour libérer ton présent. Parce que tant que tu continues à interpréter chaque situation avec le même scénario interne, tu obtiendras le même résultat. Peu importe combien tu changes l'environnement ou les personnes. Si le récit dans ta tête reste le même, la vie ne bougera pas d'1 centimètre. Les stoïciens l'ont bien compris. L'esprit crée la souffrance lorsqu'il interprète la réalité depuis le passé. La pensée négative ne vit pas du fait en soi, mais du sens que tu lui donnes. Si tu te dis que tout le monde te trahit, tu verras la trahison même là où elle n'existe pas. Si tu te répètes que tu n'es pas suffisant, tu filtreras chaque mot et chaque geste pour confirmer cette idée.
Ce n'est pas que le monde te punit, c'est que ton esprit cherche des preuves pour maintenir son histoire en vie. C'est pourquoi tu dois briser le récit avant que le récit ne te dévore. Fais une pause et demande-toi, quelle est l'histoire que je répète le plus dans mon esprit? Écris-la si tu peux. Peut-être, dit-elle, je suis celui qui échoue toujours, personne ne me comprend, ou je ne serai jamais heureux. Maintenant, regarde-la froidement. Que se passerait-il si tu la laisses mourir? Ne la corrige pas, détruis-la. Tu n'as pas besoin de la remplacer par des phrases vides de motivation. Tu as besoin de silence. Parce que dans ce silence, un espace s'ouvre pour une nouvelle version de toi, une qui n'est pas définie par les blessures, mais par les leçons. Briser l'histoire mentale nécessite du courage. Cela te force à arrêter de justifier tes limites. Cela te dénude. Cela te montre que la douleur n'est pas ton ennemi, mais ton miroir. Que tu n'es pas le résultat de ce qui t'est arrivé, mais de ce que tu décides d'en faire. Le stoïcien ne se demande pas pourquoi moi. Il se demande qu'est-ce que je peux apprendre de cela. Ce changement de question détruit le scénario de la victimisation et ouvre la voie vers la liberté intérieure. Chaque fois que tu t'entends répéter la même histoire, interromps-toi. Ne la termine pas. Ne lui donne pas le plaisir de se compléter. Coupe la phrase nette. Fais-le encore et encore. L'esprit est comme un acteur qui a besoin de son scénario pour agir. Si tu le lui enlèves, il ne sait pas quoi faire. Et c'est là que commence la transformation. Rappelle-toi, tu ne peux pas avoir une nouvelle vie si tu continues à te raconter la même vieille histoire. Personne ne change en répétant les mêmes phrases qui le détruisent. La vie ne te punit pas, elle te reflète. Et tant que l'histoire que tu te racontes est remplie de culpabilité, de ressentiment ou de peur, c'est ce que tu verras reflété dans tout ce que tu touches. Briser l'histoire mentale, c'est rompre avec la version de toi qui a survécu, mais qui ne te représente plus. Tu n'as pas besoin de continuer à justifier ta tristesse avec de vieux arguments. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas l'écho de ce que quelqu'un t'a fait. Tu es celui qui a le pouvoir de réécrire ce qui suit. Alors fais-le. Brise l'histoire, démonte les phrases qui t'emprisonnent et commence à construire une nouvelle vérité, une où tu n'es pas celui qui souffre, mais celui qui se réveille. 5. Protège ton environnement. Tu ne peux pas guérir si tu continues à vivre dans le même bruit qui te rend malade. L'environnement dans lequel tu évolues façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Les mots, les attitudes et les énergies des personnes qui t'entourent finissent par s'infiltrer dans ta façon de penser, de parler et de ressentir. Tu n'as pas besoin d'ennemis déclarés, il suffit d'un environnement qui draine ton énergie peu à peu, jusqu'à ce que tu commences à penser que le problème, c'est toi. Mais ce n'est pas ton esprit qui est brisé, c'est l'environnement qui le contamine. Protéger ton environnement n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie mentale. Si quelqu'un te fait te sentir petit chaque fois que tu parles, si ton environnement te force à faire semblant pour t'intégrer, tu vis dans un champ de mine. L'esprit ne peut pas se renforcer si chaque jour il doit se défendre du même poison. Les stoïciens savaient que la vertu se cultive en silence, mais aussi dans l'espace approprié. Tu ne peux pas entraîner le calme si tout ce qui t'entoure est le chaos. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Aujourd'hui, nous pourrions ajouter « L'âme se teint aussi de la couleur de son environnement ». Tu absorbes ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu consommes. Si tu es entouré de plaintes, d'envie, de drames ou de médiocrité, cela se filtrera en toi. Non pas parce que tu le veux, mais parce que l'esprit humain est imitateur par nature. C'est pourquoi tu dois apprendre à être sélectif avec ce que tu laisses entrer, non seulement avec ce que tu manges, mais aussi avec ce que tu écoutes et avec qui tu partages ton énergie. L'environnement n'est pas seulement constitué de personnes. Ce sont aussi les lieux où tu passes du temps, les contenus que tu consommes, les pensées que tu renforces par tes actions quotidiennes. Si tu te réveilles entouré de bruit, de distractions et de négativité, ton esprit n'aura pas d'espace pour le calme. Tu as besoin de créer un environnement qui reflète le type de personne que tu veux être. Que ta chambre, tes conversations et tes habitudes soient cohérentes avec ton but. Parfois, le problème n'est pas le manque de discipline, mais l'excès de pollution. Tu essayes de grandir
sur un terrain qui n'a pas d'oxygène. Et il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de filtrer ce que tu permets d'influencer. Le stoïcien vit dans le monde, mais ne se mêle pas de sa folie. Il participe sans perdre son centre. Il cohabite sans perdre son essence. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux décider de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Protège ton environnement avec la même gravité avec laquelle tu protégerais ta maison d'un incendie. Si quelque chose ne nourrit pas ta croissance, éloigne-le. Si quelqu'un te vole constamment la paix, mets de la distance. Il ne s'agit pas de haïr, mais de prioriser. L'amour de soi se démontre aussi en choisissant des lieux où tu peux respirer. Et si tu ne peux pas changer d'environnement immédiatement, commence par changer ce que tu peux, ton attention. Ne nourris pas les conversations vides, ne participe pas aux guerres émotionnelles, ne répète pas la négativité des autres. Sois le filtre, pas l'éponge. La force stoïcienne n'est pas dans la fuite du chaos, mais dans le maintien d'un esprit propre au milieu de celui-ci. Rappelle-toi, l'environnement peut te façonner ou te détruire selon le pouvoir que tu lui donnes. Alors, demande-toi aujourd'hui avec une brutalité honnête, mon environnement m'élève-t-il ou me tire-t-il vers le bas? Si ça te tire vers le bas, lève-toi. Crée ton propre espace, même s'il commence petit, même si personne ne le comprend. Parce que lorsque tu prends soin de ce qui t'entoure, ce qui est à l'intérieur de toi commence à fleurir. Et un esprit propre n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant, juste de la clarté. 6. Respecte ta fatigue. Le corps crie ce que l'esprit refuse d'accepter. Cet épuisement que tu ressens n'est pas toujours physique, il est émotionnel, mental, existentiel. Tu as passé tant de temps à tout supporter que tu ne distingues plus entre être fort et être épuisé. La société te pousse à continuer, à performer, à prouver que tu peux tout faire, mais personne ne t'apprend à t'arrêter sans te sentir coupable. La fatigue n'est pas une faiblesse, c'est un signal. C'est la façon dont ton âme te demande une trêve avant de s'effondrer. Les stoïciens ne confondaient pas le repos avec la paresse. Ils savaient que le corps et l'esprit sont alliés et que ignorer l'usure, c'est saboter ta propre force. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, a écrit qu'il y avait des jours où l'âme avait besoin de se retirer en elle-même. Non pas pour fuir, mais pour se recomposer. Parce que sans équilibre, la discipline devient punition. Et sans repos, l'esprit perd sa clarté. Respecte ta fatigue comme tu respecterais le silence de la nuit. Ne la juge pas, ne la dissimule pas avec une productivité vide. Apprends à dire « Aujourd'hui, j'ai besoin de m'arrêter ». Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu sais que la croissance se produit aussi dans la pause. Si tu pousses au-delà de la limite chaque jour, la seule chose que tu renforceras sera ton épuisement. Tu ne peux pas guérir si tu te traites comme un ennemi. La pensée négative se nourrit de l'épuisement. Un esprit fatigué voit des menaces là où il n'y a que des défis. Il se noie dans des pensées qu'il saurait gérer à un autre moment. Le repos n'est pas un luxe, c'est une stratégie mentale. C'est le redémarrage qui te rend la perspective. Quand tu dors bien, quand tu respires, quand tu te déconnectes du bruit, les émotions reviennent à leur taille réelle. Ce qui hier semblait un abîme, aujourd'hui n'est qu'un caillou sur le chemin. Respecte tes limites, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Si tu continues à attendre que les autres te donnent la permission de te reposer, tu finiras par te vider. Personne ne peut vivre clairement s'il vit en mode survie tout le temps. L'esprit ne peut pas lutter contre la pensée négative lorsqu'il est saturé. Il a besoin d'espace, de silence, de temps. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Les stoïciens enseignaient à vivre avec modération, non seulement dans les plaisirs, mais aussi dans l'effort. Sénèque avertissait que même la vertu, si elle est poussée à l'extrême, devient un vice. Travailler sans arrêt, se pousser sans mesure, se punir pour ne pas en faire plus. Tout cela est aussi de la vanité déguisée en discipline. Apprends à te reposer sans te sentir coupable. Le repos ne t'éloigne pas de tes objectifs. Il te prépare à les atteindre avec clarté et but. Le vrai guerrier n'est pas celui qui ne s'arrête jamais, mais celui qui sait quand le faire. Celui qui respecte sa fatigue fait preuve d'intelligence émotionnelle, parce qu'il comprend qu'il ne peut pas donner le meilleur de lui-même à partir de l'épuisement. Alors,
Quand tu sens que tout te pèse, ne te brise pas pour continuer à avancer. Arrête-toi, respire, reviens à toi. Le calme n'est pas une perte de temps. C'est la racine d'où ta force renaît. Ton esprit n'a pas besoin de plus de pression, il a besoin de compassion. Respecte-toi assez pour ne pas te pousser quand ton âme demande du repos. Cette pause ne t'affaiblit pas, elle te reconstruit. Et quand tu reviendras, tu seras plus centré, plus sage, plus fort. Parce que seul celui qui sait se reposer sait comment reprendre le combat avec clarté. 7. Pratique la gratitude. Il y a des jours où ton esprit ne voit que ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. La négativité s'installe comme une ombre silencieuse qui transforme chaque bonne chose en quelque chose d'invisible. Tu te lèves et sans t'en rendre compte, tu comptes déjà ce que tu n'as pas. Mais la gratitude est la façon la plus pratique et puissante de briser ce cycle. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, mais d'une stratégie mentale pour rééduquer le regard. L'esprit qui est reconnaissant ne nie pas la douleur, il l'équilibre. Pratiquer la gratitude, ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité, c'est les ouvrir à nouveau. C'est comprendre que même au milieu du chaos, il y a quelque chose qui reste debout, quelque chose qui te soutient, même si tout semble s'effondrer. Les stoïciens voyaient dans la gratitude une forme de sagesse. Sénèque disait que celui qui ne remercie pas ce qu'il a ne saura pas non plus profiter de ce qu'il désire. Parce que l'esprit qui se concentre uniquement sur le manque ne se repose jamais, il court toujours après quelque chose qu'il croit avoir besoin pour se sentir comblé. Quand tu pratiques la gratitude, tu ne dis pas que tout va bien, tu reconnais que tout ne va pas mal. C'est regarder la même scène sous un autre angle. La plupart des gens sont pris au piège dans une mentalité de manque, se comparant, se plaignant, désirant ce que les autres ont. Mais cette habitude t'éloigne du présent et t'enferme dans une insatisfaction constante. La gratitude, en revanche, te ramène au présent. Elle te rappelle que, même si tu n'as pas tout ce que tu veux, tu as déjà plus que ce dont tu as rêvé un jour. Pense à ceci. Combien de fois as-tu traversé des périodes difficiles qui te semblent lointaines aujourd'hui, et pourtant, tu en es sorti? Combien de choses que tu considères aujourd'hui comme normales était ton objectif il y a quelques années? L'esprit s'habitue rapidement au bien et oublie de le reconnaître. C'est pourquoi la gratitude doit être une pratique, pas une émotion passagère. Elle doit être exercée chaque jour, comme un muscle invisible qui renforce ta perspective. Les stoïciens enseignaient que la gratitude s'étend aussi à la douleur. Non pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle enseigne. La souffrance te montre tes limites, ta résistance et ta capacité à t'adapter. Si tu apprends à remercier même les épreuves, rien ne pourra te détruire complètement. Remercier ne signifie pas apprécier la douleur, cela signifie reconnaître son rôle dans ta croissance. C'est transformer le pourquoi moi en qu'est-ce que cela me montre. Pratiquer la gratitude implique aussi de remercier ce qui n'est pas arrivé, ce qui aurait pu être pire et ne l'a pas été, les pertes qui t'ont évité des chemins erronés, les déceptions qui t'ont obligé à mûrir. Quand tu changes la question de « pourquoi cela m'arrive-t-il » à « pourquoi cela m'arrive-t-il » ton esprit s'élargit. La pensée négative se désarme parce qu'elle n'a plus de quoi se nourrir. Fais de la gratitude un rituel silencieux. Tu n'as pas besoin de le dire à haute voix, il suffit de le ressentir avec honnêteté. Chaque matin, avant de penser à ce qui manque, reconnais 3 choses qui vont bien. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que ta respiration, ta santé ou l'opportunité de recommencer. La gratitude ne change pas la réalité extérieure, elle change ta relation avec elle. Et c'est suffisant pour que tout commence à paraître différent. Un esprit reconnaissant ne s'enfonce pas facilement, parce qu'il trouve toujours quelque chose sur quoi s'appuyer. La gratitude t'ancre au présent, te renforce face à l'adversité et te rappelle que la vie, même avec ses coups, reste un privilège. Pratique-la tous les jours, surtout quand tu en as le moins envie. Parce que dans les jours sombres, la gratitude n'est pas un joli mot, c'est ton refuge. 8. Tu n'es pas ta douleur. La douleur est une partie inévitable de la vie, mais la souffrance constante est un choix inconscient. Beaucoup se trompent et commencent à se construire une identité à partir de leurs blessures. Ils disent « je suis anxieux, je suis une personne endommagée ».
Je suis quelqu'un qui ne peut pas faire confiance. Et avec chaque phrase, ils élèvent les murs de leur propre prison. Mais la douleur n'est pas toi, c'est juste une expérience que tu traverses. La différence est cruciale. Quand tu oublies cela, tu arrêtes de vivre pour commencer à survivre. L'esprit a une tendance cruelle, transformer le passé en étiquette. Il te fait croire que parce que tu as souffert, tu seras toujours marqué. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Épictète disait que les choses ne t'affectent pas parce qu'elles sont, mais par la façon dont tu les interprètes. Ta douleur ne te définit pas. Ce que tu fais avec elle, oui. Chaque blessure peut être une excuse pour abandonner ou une raison de grandir. Tu décides quelle histoire raconter. Tu n'es pas ta tristesse, même si parfois il semble qu'elle t'habite. Tu n'es pas tes pensées sombres, même si elles te visitent souvent. Tu n'es pas le rejet, ni l'abandon, ni la peur qui t'a déjà brisé. Tu es la conscience qui observe tout cela sans se perdre dedans. Quand tu comprends cela, la douleur cesse de te gouverner. Tu continues à la ressentir, mais elle ne commande plus tes décisions. C'est la liberté intérieure que recherchaient les stoïciens. Ne pas éliminer l'émotion, mais apprendre à ne pas être emporté par elle. L'erreur la plus courante est de lutter contre la douleur. Tu veux qu'elle disparaisse, tu la rejettes, tu la caches, mais plus tu la réprimes, plus elle prend de la force. La voie sage n'est pas le déni, c'est l'intégration. Accepter la douleur ne signifie pas se rendre à elle, cela signifie reconnaître sa présence sans la laisser te consumer. Comme le feu qui purifie le métal, la douleur peut te forger si tu apprends à la supporter avec patience. La plupart cherchent du réconfort dans la fuite, distraction, excès, bruit, mauvaise personne. Mais chaque tentative de fuite te lie davantage. Le stoïcien affronte la douleur avec sérénité, sans dramatisation ni victimisation. Il sait que tout ce qui semble insupportable a une limite, qu'aucun état émotionnel n'est éternel, et que l'esprit, lorsqu'il se calme, commence à guérir tout seul. Tu n'as pas besoin d'une vie sans douleur pour avoir la paix. Tu as besoin d'un esprit qui ne s'identifie pas à elle. Lorsque la pensée négative apparaît et te dit que tu ne peux plus continuer, regarde-la en face et réponds « Ceci n'est qu'une émotion, ce n'est pas moi ». Cette simple phrase peut tout changer. Elle te rappelle que la douleur est transitoire et que même si tu la ressens intensément, elle ne t'appartient pas. Elle te traverse mais ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est de croire qu'elle te définit. Imagine tes blessures comme des cicatrices sur la peau. Tu ne les caches pas, mais tu ne les touches pas non plus tous les jours pour qu'elles saignent à nouveau. Tu les acceptes, tu les observes et tu continues à avancer. Il en va de même pour la douleur émotionnelle. Elle doit être comprise, non nourrie. Tu n'as pas besoin de l'éliminer. Tu as besoin de lâcher l'histoire qui la maintient en vie. Tu n'es pas ta douleur, tu es la force qui lui résiste. Tu es le silence qui persiste même quand tout brûle. Et quand tu arrives à regarder ta souffrance sans peur, tu découvres quelque chose qui a toujours été là. La paix n'arrive pas quand la douleur s'en va, mais quand elle ne te définit plus. C'est la victoire finale du combattant silencieux. Sentir sans se rendre, souffrir sans se briser et continuer à marcher la tête haute, sachant que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son esprit. 8. Tu n'es pas ta douleur. La douleur est une partie inévitable de la vie. Mais la souffrance constante est un choix inconscient. Beaucoup se trompent et commencent à se construire une identité à partir de leurs blessures. Ils disent « Je suis anxieux ». Je suis une personne endommagée. Je suis quelqu'un qui ne peut pas faire confiance. Et avec chaque phrase, ils élèvent les murs de leur propre prison. Mais la douleur n'est pas toi, c'est juste une expérience que tu traverses. La différence est cruciale. Quand tu oublies cela, tu arrêtes de vivre pour commencer à survivre. L'esprit a une tendance cruelle, transformer le passé en étiquette. Il te fait croire que parce que tu as souffert, tu seras toujours marqué. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Épictète disait que les choses ne t'affectent pas parce qu'elles sont, mais par la façon dont tu les interprètes. Ta douleur ne te définit pas. Ce que tu fais avec elle, oui. Chaque blessure peut être une excuse pour abandonner ou une raison de grandir. Tu décides quelle histoire raconter. Tu n'es pas ta tristesse, même si parfois il semble qu'elle t'habite. Tu n'es pas tes pensées sombres, même si elles te visitent souvent.
Tu n'es pas le rejet, ni l'abandon, ni la peur qui t'a déjà brisé. Tu es la conscience qui observe tout cela sans se perdre dedans. Quand tu comprends cela, la douleur cesse de te gouverner. Tu continues à la ressentir, mais elle ne commande plus tes décisions. C'est la liberté intérieure que recherchaient les stoïciens. Ne pas éliminer l'émotion, mais apprendre à ne pas être emporté par elle. L'erreur la plus courante est de lutter contre la douleur. Tu veux qu'elle disparaisse, tu la rejettes, tu la caches, mais plus tu la réprimes, plus elle prend de la force. La voie sage n'est pas le déni, c'est l'intégration. Accepter la douleur ne signifie pas se rendre à elle, cela signifie reconnaître sa présence sans la laisser te consumer. Comme le feu qui purifie le métal, la douleur peut te forger si tu apprends à la supporter avec patience. La plupart cherchent du réconfort dans la fuite, distraction, excès, bruit, mauvaise personne. Mais chaque tentative de fuite te lie davantage. Le stoïcien affronte la douleur avec sérénité, sans dramatisation ni victimisation. Il sait que tout ce qui semble insupportable a une limite, qu'aucun état émotionnel n'est éternel et que l'esprit, lorsqu'il se calme, commence à guérir tout seul. Tu n'as pas besoin d'une vie sans douleur pour avoir la paix. Tu as besoin d'un esprit qui ne s'identifie pas à elle. Lorsque la pensée négative apparaît et te dit que tu ne peux plus continuer, regarde-la en face et réponds « Ceci n'est qu'une émotion, ce n'est pas moi ». Cette simple phrase peut tout changer. Elle te rappelle que la douleur est transitoire et que même si tu la ressens intensément, elle ne t'appartient pas. Elle te traverse mais ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est de croire qu'elle te définit. Imagine tes blessures comme des cicatrices sur la peau. Tu ne les caches pas, mais tu ne les touches pas non plus tous les jours pour qu'elles saignent à nouveau. Tu les acceptes, tu les observes et tu continues à avancer. Il en va de même pour la douleur émotionnelle. Elle doit être comprise, non nourrie. Tu n'as pas besoin de l'éliminer. Tu as besoin de lâcher l'histoire qui la maintient en vie. Tu n'es pas ta douleur, tu es la force qui lui résiste. Tu es le silence qui persiste même quand tout brûle. Et quand tu arrives à regarder ta souffrance sans peur, tu découvres quelque chose qui a toujours été là. La paix n'arrive pas quand la douleur s'en va, mais quand elle ne te définit plus. C'est la victoire finale du combattant silencieux. Sentir sans se rendre, souffrir sans se briser et continuer à marcher la tête haute, sachant que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son esprit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.